Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci pour votre présence ici ce soir. On a le plaisir d'accueillir ce soir Lê Nguyen Oang, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Donc, quand je dis nous, donc c'est l'équipe des organisateurs. Vous me direz, j'ai pas fait grand-chose. Mais donc c'est les doctorants du laboratoire de psychologie et neurocognition de l'université de Grenoble. Et donc pour ceux qui connaissent pas encore Lê, donc Lê est docteur en mathématiques. Tu me corriges si je dis des bêtises. Hein. Il a fait son postdoc au MIT et maintenant il est médiateur scientifique à l'EPFL. Et donc il est surtout connu pour ses talents de vulgarisateur scientifique et notamment au travers de sa chaîne YouTube Science for All, qui fait aujourd'hui plus de 200 000 abonnés, hein, c'est ça. Hein. Donc il y traite un tas de sujets fascinants et notamment qui sont vraiment intéressants puisqu'ils sont d'intérêt et d'utilité publique. Donc notamment il traite le sujet des IA, mais il traite aussi le sujet il parle de la démocratie, des systèmes de vote, de la manière dont ça façonne le paysage politique, vraiment plein de vidéos fascinantes. Il parle aussi, en tant que chercheur, des problèmes qu'on rencontre avec les statistiques basées sur les tests d'hypothèse nulle. Donc il défend beaucoup le bayésianisme, dont il a écrit un livre aussi à ce sujet. Donc la formule du savoir, je recommande aussi. Et donc ce soir, il va nous parler donc de l'éthique des IA. Et donc c'est le thème de la conférence, c'est le rôle de la psychologie pour rendre les IA bénéfiques. Il a également écrit un bouquin à ce sujet, donc le fabuleux chantier, dans lequel il défend l'urgence de développer des IA qui soient robustement bénéfiques et le défi que ça représente. Je vais te laisser la parole dans 30 secondes. Je vais d'abord remercier donc les organismes et toutes les personnes qui ont permis à cet événement d'avoir lieu ce soir. Je me suis juste fait une petite liste, pardon, du coup je vais lire, histoire de ne pas oublier quelqu'un. J'ai un peu une mémoire de poisson rouge. J'ai rien contre les poissons rouges. Je suis vegan en plus. T'as un public sympa parce que pour rire mes blagues. Donc je remercie notre laboratoire, donc le LPNC. Bon ça j'ai pas besoin de papier pour ça. Donc en particulier Monica, merci à Monica, Martial, Olivier, Claire, Sani et Guylaine, donc pour avoir soutenu et encouragé cet événement. La région Auvergne-Rhône-Alpes et Grenoble-Alpes Métropole. Et donc l'université Grenoble pour leur soutien et pour la captation en vidéo, puisque donc cet événement va être retransmis sur YouTube. Et l'école supérieure de chimie, biologie santé et le Crous Culture Action pour leur soutien également. Et enfin, merci à Léa Zambrano pour son aide dans la diffusion de cet événement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne conférence et je te laisse la place. Alors, on m'a dit d'enlever mon masque, que j'adore mon masque. Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci pour l'organisation. Ça fait super plaisir de retrouver des conférences en présentiel et de voir des visages plutôt que des icônes sur un Zoom. Donc c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui je vais vous parler du rôle de la psychologie pour rendre les algorithmes robustement bénéfiques. Et je ne suis pas psychologue, donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc il y aura plusieurs thèmes. En gros, je vais essayer de décrire en gros ce que je pense être des axes de recherche intéressants ou importants. Et il y en aura à peu près 5 ou 6, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement. Le premier dont j'aimerais parler, c'est des problèmes de manipulation et d'apprentissage. Donc en tant que youtubeur, du coup, je suis très exposé à toutes sortes de commentaires, parfois pas toujours très gentils. Mais plus globalement, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, une grosse partie de la discussion publique, du débat public, de la manière dont les gens réfléchissent, de l'information que les gens obtiennent, a lieu sur Internet. Donc aujourd'hui, par exemple, en particulier YouTube est énorme. YouTube, c'est 1 milliard d'heures de vues par jour pour 2 milliards d'utilisateurs, une moyenne de 30 minutes par utilisateur chaque jour. C'est plus de vues, il y a plus de vues sur YouTube que de recherches sur Google. Et 2 vues sur 3 sur YouTube sont le résultat d'une recommandation de l'algorithme de YouTube. Donc la plupart du temps, très souvent en tout cas,
C'est vrai pas que sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, et ainsi de suite. Lorsque les gens consomment de l'information, c'est pas de l'information qu'ils sont allés chercher. C'est de l'information qui leur a été livrée par un algorithme de recommandation. Donc moi, quand je pense IA, et surtout éthique des IA, c'est à ces algorithmes que je pense. C'est des algorithmes qui valent des milliards, il y a des milliards de dollars d'investis, voire des dizaines de milliards, voire peut-être même plus, aujourd'hui, pour optimiser ces algorithmes. C'est vraiment tout ce qui se fait de mieux, tout ce qui est traitement du langage, reconnaissance d'image, apprentissage des préférences individuelles. Voilà, c'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui, et c'est investi dans ces algorithmes de recommandation. Alors, pourquoi est-ce que ces algorithmes me préoccupent autant? C'est parce qu'ils sont en fait constamment livrés à des dilemmes éthiques. Si vous y réfléchissez, à chaque fois que quelqu'un cherche quelque chose comme la vaccination tue sur YouTube, par exemple, l'algorithme est confronté à un dilemme éthique. Dans le sens où il ne peut pas dire « je ne sais pas ». Les utilisateurs attendent de cet algorithme qui recommande une vidéo en premier, une vidéo en deuxième, une vidéo en troisième, et ainsi de suite. Et donc c'est un dilemme éthique à chaque fois. En fait, à chaque fois que quelqu'un ouvre une application d'un réseau social sur son téléphone, à chaque fois que quelqu'un clique sur Facebook, Facebook doit décider quel est le premier post de quel ami il faudra montrer. À chaque fois que quelqu'un clique sur Twitter ou sur TikTok, il y a le choix d'un contenu, d'une information à montrer plutôt que n'importe laquelle des milliards d'autres sources d'informations qu'on peut trouver sur Internet. Et si on y réfléchit, c'est un dilemme éthique très difficile. C'est-à-dire que, pour tout dire, je vais pas tout vous dire non plus, mais pour vous raconter la petite anecdote, au début de la crise du Covid-19, j'étais assez paniqué, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, et j'ai envoyé plein d'emails à plein de gens que je connais chez Google en leur disant faut faire quelque chose, c'est pas possible, les vidéos, déjà il y a les vidéos qui étaient de la désinformation, mais il y a même juste l'absence d'information qui était un problème à l'époque. Vous vous souvenez, je parle vraiment de février-mars en particulier de 2020, où les gens, on se rendait pas compte. Là, il y avait besoin que cet algorithme recommande des informations de qualité. Et j'ai spammé beaucoup d'amis, et il y en a un qui m'a répondu en disant ouais, j'aimerais bien aider. Quelle vidéo tu penses qu'il faut recommander davantage? Et c'était pas facile. C'était pas facile de répondre à cette question. Est-ce qu'il fallait une vidéo quelle vidéo recommander? Vous avez sans doute vu des vidéos YouTube, j'imagine. Vous connaissez YouTube, j'imagine. Dans tout YouTube, quelle vidéo recommander à quelqu'un qui recherche la vaccination tue? Quelle vidéo mettre en premier? J'ai quelques candidats en tête, mais vraiment quelle vidéo? C'est vraiment une question difficile. Et bon, là, j'imagine que vous commencez à sentir l'importance de la psychologie, puisque savoir comment les gens vont réagir à cette vidéo, c'est une question de psychologie. Alors plus généralement sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important de se rendre compte qu'il y a des choses ça a changé. C'est plus comme en 2010. Pourquoi? Parce que entre 2010 et 2021, du coup, il y a eu énormément plus d'utilisateurs sur ces réseaux sociaux. Ça veut dire que les réseaux sociaux sont devenus un lieu d'influence. Et sachant le pouvoir qu'aujourd'hui sur ces réseaux sociaux, le fait qu'on puisse faire basculer une élection, en tout cas modifier les résultats, les croyances, semer la pagaille dans un pays étranger, ennemi, il faut bien se rendre compte que ces réseaux sociaux aujourd'hui sont attaqués de toutes parts. Il y a des campagnes de désinformation organisées vraiment de toutes parts. Donc à droite, notamment, c'est un laboratoire de recherche à Oxford. Oui, Oxford. J'étais entre Oxford et Cambridge. Et ce laboratoire de recherche est spécialisé dans le suivi de ces campagnes de désinformation organisées. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'était de l'ordre de en 2021 ou 2020, ils ont recensé 90 pays ou quelque chose comme ça, pour lesquels il y a des campagnes de désinformation organisées révélées. Parce qu'il faut bien se rendre compte que la plupart des campagnes de désinformation, enfin toutes les campagnes de désinformation, ont tout intérêt à ne pas se faire détecter. Donc c'est probablement la face vraiment émergée de l'iceberg. Pour donner un autre chiffre, je vous laisse réfléchir à cette question. Quel est, d'après vous, le nombre de faux comptes que Facebook a retirés de sa plateforme en 2019? Est-ce que c'est 100, 1000, 10 000, 100 000, millions?
Alors, la réponse, quand je l'ai découverte, j'ai sous-estimé. Hein. La réponse est 6 milliards. En 2019, Facebook a retiré 6 milliards de faux comptes sur sa plateforme. Et ça j'ai sous-estimé d'un ordre de grandeur. Tous les chercheurs que je connais, toutes les personnes à qui j'ai recommandé, j'ai posé cette question, sauf ceux qui ont vu mes vidéos, tous ceux-là ont sous-estimé ce chiffre d'au moins un ordre de grandeur et parfois de 3 ordres de grandeur. C'est-à-dire, si vous pensez que vous pensiez avant de connaître ce chiffre, que les réseaux sociaux sont assez dangereux, en fait, ils sont peut-être 10 à 100 fois plus dangereux que ce que vous imaginez. C'est l'ampleur de la désinformation aujourd'hui. Donc, je recommande notamment cette vidéo à gauche d'un youtubeur qui s'appelle Smarter Everyday, qui interviewe un général, je sais plus combien d'étoiles, 4 étoiles, on va dire, de l'armée américaine, qui dit explicitement le terrain de bataille du 21e siècle. Bon, il en liste pas mal, la terre, l'air, la marine, tout ça, mais un des gros champs de bataille aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, le cyberespace. Il y a besoin de faire quelque chose, et des algorithmes neutres, des algorithmes qui tireraient au hasard, ou des algorithmes qui sont tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est des algorithmes qui permettent à ces entités de dominer le web. Donc il suffit pas d'être neutre, c'est pas du tout une solution. Alors, pour parler d'un sujet d'actualité, pour le coup, mais c'est peut-être avant qu'il soit vraiment d'actualité, il y a une publication dans Nature de 2020, ça, mai 2020, donc écrit avant le Covid, qui a étudié la dynamique des groupes anti-vaccinaux sur Facebook. Et c'est effrayant. Cet article est vraiment effrayant. Je lis juste cette phrase, ou je la traduis plutôt. Donc leur cadre théorique reproduit la dynamique actuelle de croissance des groupes anti-vaccinaux, des vues anti-vaccinales, et prédit que ces vues seront dominantes dans une décennie. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que, moi, en étant youtubeur, c'est quelque chose que j'observe. C'est vraiment quelque chose qui monte et qui est vraiment difficile à contrôler et qui est vraiment très préoccupant. Voilà, la vaccination, c'est le retour à la normale. Et si on n'arrive pas à avoir un haut taux de vaccination, c'est voilà, probablement un problème, pas que pour les personnes vaccinées. Et ça me permet d'insister sur un autre point, c'est que on a tendance à avoir une vision très individualiste quand on pense au système de recommandation. On a tendance à penser à ce que l'algorithme de YouTube me recommande à moi. Mais le vrai enjeu éthique, là, c'est pas à l'échelle individuelle. S'il y a plus de scepticisme envers des traitements médicaux efficaces, s'il y a plus de support pour des traitements médicaux inefficaces, voire dangereux, s'il y a plus de désinformation et de discours de haine qui sont promus et de radicalisation, c'est un danger pour tout le monde, y compris ceux qui consomment bien les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est vraiment un enjeu pour le futur de l'humanité. J'espère que vous n'êtes pas choqués quand je dis ça. Pas trop choqués. Et du coup, la question se pose, du coup c'est une question peut-être plus pour vous, c'est comment est-ce qu'on peut combattre cela? Comment est-ce qu'on peut combattre les théories du complot? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la rationalité augmente, ou en tout cas les gens réfléchissent mieux, fassent davantage confiance aux sources de confiance, et ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment une question vraiment très importante, en particulier pour moi, qui produit du contenu sur YouTube, et qui a la chance d'être vu parfois par des dizaines de milliers, parfois même par des centaines de milliers de personnes. Si je peux améliorer l'efficacité de mes vidéos de 1%, c'est potentiellement des vies sauvées. Donc pour moi, c'est très important de faire en sorte que mes vidéos soient meilleures que ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, là, j'ai besoin de votre aide, de savoir qu'est-ce que je peux faire pour que mes vidéos, et plus globalement les vidéos des vulgarisateurs scientifiques, aient davantage d'impact. Donc il y a quelques... Bon, j'ai cité les travaux de Dan Kahan en particulier sur ça, qui a... Alors lui, c'est plus intéressé, enfin, il s'est intéressé à pas mal de questions, mais une des questions auxquelles il s'est intéressé, c'est le cas du changement climatique, un gros problème également, et en particulier du déni du changement climatique très présent, notamment aux États-Unis. Et notamment une des études préoccupantes qu'il a publiées, ça montre que plus les gens sont éduqués, notamment du côté républicain, et moins ils croient, en tout cas ils ne croient pas plus
au changement climatique. Ils sont encore plus en déni. Donc l'impact de l'éducation, en tout cas du nombre d'années d'éducation, ne semblait pas si bénéfique. Et l'un de ces travaux montre qu'il y a, voilà, c'est une littérature assez déprimante pour le coup, mais il y a quand même quelques bons présages, on va dire. L'un de ces travaux a montré que, par contre, si on regarde ce qu'il appelle la curiosité scientifique, ouais, il y a plusieurs métriques, elles sont pas mal corrélées, donc ça a l'air assez fiable. Je suis pas un expert du domaine, mais voilà, il semblait que quand on mesure avec la curiosité scientifique, par contre, là, il y avait un consensus, quoi. Plus les gens étaient scientifiquement curieux, plus, sur le changement climatique en particulier, ils croyaient au changement climatique. Je ne sais plus si c'était l'origine anthropique du changement climatique, mais enfin, quelque chose comme ça. Et c'était aussi observé sur d'autres sujets où il y a un consensus scientifique. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qui a impacté un peu la manière dont je fais mes vidéos. Du coup, j'essaie d'insister un peu plus sur le côté curiosité. Est-ce que c'est vraiment ce que je devrais faire? Vous me dire. Voilà. Après, au niveau algorithmique en tant que tel, donc ça, c'est moi qui produis mes vidéos. Voilà, on va être vu généralement par 10 000 personnes, quelque chose comme ça. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. On est très loin du 1 milliard. Hein. Il y a une grosse différence entre 1 milliard et 10 000. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, 100 000 fois plus. Et là, par contre, à cette très très grande échelle, il y a une seule entité qui est vraiment, enfin, quelques entités seulement qui sont capables de faire un impact. Et ce sont les algorithmes de recommandation. Si on modifie légèrement cet algorithme de recommandation, si on fait améliorer de 1%, ça a un impact énorme. Absolument énorme. Et ça, Facebook l'a observé en 2012. Et l'impact et l'intervention est vraiment minime. Je ne sais pas si vous voyez cette image-là, mais en gros, voilà, lorsque vous alliez voter, lorsque vos amis allaient voter, le jour de l'élection, vous aviez une image. Alors, soit l'image d'en haut, où on vous dit juste « Ah, c'est le jour d'aller voter », soit l'image d'en bas, où on vous dit « Ah, c'est le jour d'aller voter », et au fait, bah, un tel et un tel que vous connaissez, qui sont dans vos amis, sont allés voter. Et ça a complètement changé. Donc je ne sais plus si y a les chiffres là, mais voilà, ils estiment qu'il y a 300 000 personnes en plus qui sont allées voter juste à cause de leur expérience. Voilà. Ça a eu vraiment un effet énorme, et je crois qu'ils avaient fait, alors je ne me souviens plus exactement des chiffres, on va dire l'article pour voir les détails, mais voilà, ils n'avaient pas non plus déployé sur 300 millions d'Américains. Donc voilà, donc ça clôt la première partie. Je pense qu'on pourra passer plus aux questions plus tard. Je pense que ce sera. On va faire les questions à la fin, même s'il y avait déjà une question, c'était bien. Donc je vais parler maintenant de santé mentale. Je pense que le problème de la santé mentale, avant de regarder cette slide, le problème de la santé mentale, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a explosé avec le Covid, avec les confinements et tout ça. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut observer d'une certaine manière sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai ressenti. C'est une agressivité accrue pendant une période de confinement. Peut-être d'autres raisons. Mais il y a clairement un impact de l'utilisation du téléphone sur la santé mentale. Et donc ça, c'est une étude justement de Facebook qui a étudié ça. Enfin, qui a pas exactement étudié ça, mais qui a plus étudié la capacité de prédire les dépressions à partir du langage utilisé dans les posts Facebook. Donc ça fait dire qu'il y a vraiment une opportunité assez énorme. Si jamais il y a des données incroyables en fait sur YouTube, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, il y a moyen de prédire énormément de choses. C'est même effrayant à quel point c'est possible de prédire des choses avec ces données. Et il y a un côté vraiment pas bien, effrayant et terrifiant. Mais il y a aussi un côté où on pourrait peut-être utiliser ces données, s'il faut vraiment faire ça bien. Mais si on fait ça bien, il y a vraiment moyen d'utiliser ces données pour faire beaucoup de bien, pour faire beaucoup de diagnostics, parce que notamment le diagnostic de la santé mentale, c'est quelque chose de très compliqué, parce que c'est très difficile d'avoir des données. Donc il y a pas mal de choses qu'on associe peut-être parfois plus directement avec l'utilisation des réseaux sociaux et du téléphone, notamment un sentiment de solitude accru. Donc je recommande vivement cette vidéo. Un truc que j'ai pas mis dans les slides, mais un truc aussi à mentionner, c'est la réduction de la capacité d'attention
Donc il y a des études notamment de Gloria Mark sur une réduction de l'attention médiane sur une tâche au travail, avec des chiffres qui sont vraiment effrayants, ils sont passés de 3 minutes à 40 secondes, c'est vraiment effrayant. Et du coup, il y a vraiment un besoin de réfléchir davantage à l'impact de toutes ces technologies sur la santé mentale et sur les capacités cognitives, et surtout sur des façons qui pourraient être de modifier ces algorithmes pour aller dans l'autre sens. Si les algorithmes étaient mieux faits, peut-être qu'on pourrait même améliorer notre capacité d'attention et notre sentiment de bien-être. Donc en parlant de bien-être, il y a cette expérience assez folle, on va dire, qui a été faite du coup en 2013, 2014, qui est le truc à retenir ici, c'est N. Ils ont fait une expérience avec N égale 689 000. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent dans vos expériences. Et l'expérience est la suivante. Donc ils ont changé l'algorithme de Facebook, mais alors, de façon imperceptible. Ce qu'ils ont fait, c'est que pour certains individus, bon, ils n'ont rien fait, de contrôle. Pour d'autres individus, tout ce qu'ils ont fait, c'est enlever 10%, parmi les recommandations, ils ont enlevé 10% des posts qui avaient qui étaient détectés comme étant négatifs, avec une émotion négative. Et pour un autre groupe, ils ont enlevé 10% qui avaient une émotion positive. 10%, c'est imperceptible. Consciemment, c'est difficilement perceptible. Et malgré l'intervention minime pendant une semaine seulement, ils ont observé un effet sur ce que les gens se mettaient à écrire. Et en gros, c'est un peu ce qu'on pourrait s'attendre. Les personnes qui on a enlevé des posts négatifs, 10%, c'est pas beaucoup, et se sont mis à écrire des posts plus joyeux, et de l'autre côté, ils se sont mis à écrire des posts moins joyeux. Voilà. Donc ça, c'est une semaine, sachant qu'il y a d'autres études qui montrent qu'il y a des effets à long terme, que c'est vraiment de l'accumulation, notamment, bon, je pense que c'est financé souvent par la publicité. Donc voilà, il y a une étude sur le clic sur les publicités. Et ce qu'ils ont observé, c'est si on augmente les publicités, les gens cliquent plus, mais petit à petit ils s'habituent et ils reviennent à un taux de base, quoi, et ils cliquent moins. Mais le temps qu'il faut pour en arriver là, ça prend des semaines voire des mois. Et ils ont arrêté leurs expériences après des mois, mais voilà, on peut imaginer qu'après des années, il y a des effets cumulatifs qui font que, en termes de bien-être, par exemple, on peut imaginer des choses assez préoccupantes. Voilà. Et une dernière chose à mentionner, c'est que en plus, aujourd'hui ça pose beaucoup de problèmes, on peut peut-être utiliser pour faire ces données notamment pour faire du diagnostic, mais on pourrait même avoir une sorte de traitement. Encore une fois, c'est très touchy, à moins que ça aille très très mal, donc il faut vraiment faire ça bien. Mais on peut imaginer que, notamment avec des thérapies cognitives, comportementales, il y a des études qui montrent certains effets, on peut peut-être au moins imaginer certains cas où ça aura un effet bénéfique. Et on pourrait imaginer recommander des contenus thérapeutiques au bon moment, au moment où ils en ont besoin. C'est le genre d'axe de recherche qui est vraiment difficile à faire aujourd'hui, mais qui pourrait avoir un impact énorme s'il était bien mené. Ok, on va passer à un autre sujet qui est le problème de l'alignement. Donc, le problème de l'alignement, c'est un peu le saint graal pour le coup d'informatique, de l'éthique des IA, en tout cas tel qu'on fait dans le livre. L'idée, c'est de faire en sorte que l'objectif qu'ont ces algorithmes soit celui qu'on voudrait vraiment maximiser nous-mêmes, soit vraiment ce qu'on voudrait maximiser nous-mêmes. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc l'alignement, c'est faire en sorte que le but des algorithmes, et c'est pas spécifique aux algorithmes, c'est absolument pas spécifique aux algorithmes, ça s'applique aussi aux représentants politiques, aux institutions, aux entreprises, voire à nous-mêmes, faire en sorte que les buts qu'on se donne soient vraiment ce qu'on voudrait vraiment avoir comme objectif. Et en particulier, il faudrait que ça soit aligné avec les jugements humains, l'ensemble des jugements humains. On va faire la discussion un peu plus tard. Donc aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Les algorithmes sont conçus pour optimiser l'attention, le temps que vous avez passé sur les différentes plateformes. Et ça, ça a des effets. Intuitivement, déjà, on peut se dire, ça va la solution. Si vous étiez à la place de l'algorithme, votre but, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'attention sur votre plateforme. Très clairement, vous allez promouvoir des contenus très addictifs ou très sensationnalistes.
Donc clairement, ça va avoir plein d'effets qui sont indésirables. En fait, je vais insister sur un mot, c'est la notion d'effets secondaires. Vous utilisez beaucoup cette expression. Et je pense qu'il faut vraiment penser ces algorithmes en termes d'effets secondaires. Ils ont un objectif. L'objectif est pas méchant en tant que tel. Moi, il y a 10 ans, quand on me disait ouais, YouTube cherche à envoyer des contenus sur lesquels les gens vont cliquer, ça me semblait pas horrible. Il y a 10 ans, ça me semblait même bien. J'avais l'impression qu'on montrait aux gens ce qu'ils voulaient. Le problème, c'est les effets secondaires. C'est en maximisant cet objectif, eh ben, on a eu plein d'effets secondaires, parfois très difficilement prévisibles. Il y a des histoires assez amusantes, j'ai pas trop le temps de vous en parler. Enfin, amusantes, horribles, mais voilà. Voilà. C'est pour dire que maximiser un objectif comme ça, ça devrait pas être considéré acceptable, surtout dans le contexte actuel. Alors le problème, si on veut faire l'alignement, c'est que faut se mettre d'accord sur quoi maximiser, et ça c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui ont écrit beaucoup de choses et ils sont pas toujours d'accord entre eux. J'ai envie de dire presque jamais d'accord entre eux. Et même ils cherchent parfois le désaccord. J'ai quelques collaborations avec des philosophes, parfois j'ai envie de dire essayons d'écrire quelque chose de consensuel déjà. Mais voilà, la morale c'est clairement compliqué. Alors en informatique, on aime le mot complexité, le mot compliqué, on aime le formaliser. Et on a une notion pour le formaliser qui s'appelle la complexité de Solomonov. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de la complexité de Kolmogorov. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas du tout entendu parler de ça. Donc la complexité de Solomonov, c'est un concept fondamental en informatique. C'est le nombre de lignes de code qu'il faut écrire pour résoudre une tâche. Et donc en particulier, on peut parler de la complexité de Solomonov de la morale. Quel est le nombre de lignes de code qu'il faut écrire, qu'il faut avoir écrit pour avoir une morale, disons, satisfaisante. Dans notre livre Le fabuleux chantier, on met cette thèse qui dit que il faudra au moins 500 pages. Probablement même beaucoup plus. Il faudra plutôt d'ordre de au moins 1000 livres, quelque chose comme ça. On prétend que la morale est complexe en ce sens. Pourquoi ? Parce que l'une des raisons pour ça, par exemple, c'est que une bonne morale doit au moins probablement dire que torturer des chats, c'est pas bien. Des opinions tranchées. Sauf que formaliser cette notion, torturer les chats, c'est pas bien, c'est vraiment difficile. Il faut réussir à expliquer ce qu'est un chat. Et au moins, un algorithme qui comprend ce qu'est un chat, on peut se mettre d'accord qu'il faut au moins que lorsqu'on lui montre un chat, il soit capable de dire « Oh, il y a un chat ». Mais ça, écrire un algorithme qui est capable de reconnaître un chat, c'est un problème extrêmement difficile. C'est un problème si difficile que depuis 70 ans, depuis l'article de Turing de 1950, aucun informaticien n'a réussi à dire à une machine ce qu'était un chat. Pourquoi ? Eh bien, la réponse se trouve dans cet article de Alan Turing de 1950, qui est vraiment fabuleux et qui, d'ailleurs, je recommanderais. C'était publié dans Mind, qui est une revue de philosophie et de psychologie. Donc, je vous recommanderais même de le lire. C'est un article qui parle du test de Turing. Vous avez peut-être entendu parler du jeu d'imitation qui est parlé dans le film et tout ça. Mais c'est la partie la moins intéressante de l'article. La partie la plus intéressante, c'est Turing qui parle de machine learning. Donc, fun fact, le machine learning, plutôt, lui, il appelle ça les learning machines, mais entre nous, c'est pareil. Le machine learning prédate l'intelligence artificielle. Ça a été créé en 1950. Et Turing a fait plus que ça. Turing, il a expliqué pourquoi il fallait faire du machine learning. Et la raison pour laquelle il faut faire du machine learning, donc il explique que pour résoudre des tâches vraiment intéressantes dont est capable le cerveau humain, il va falloir écrire vraiment beaucoup de lignes de code. Combien ? L'estimation de l'idée de Turing, c'est de se dire, c'est probablement la même complexité que le cerveau humain. Le cerveau humain, voilà, c'est 10 puissance 14 synapses, quelque chose comme ça. Du coup, probablement, il faut une bonne partie de ces synapses pour faire quelque chose qui est capable de faire ce que fait le cerveau humain. Donc, formellement, on dira aujourd'hui que Turing estime que la complexité de Solomonov de l'intelligence de niveau humain est de l'ordre de 10 puissance 14, quelque chose comme ça. Sauf que 10 puissance 14, donc c'est 100 000 milliards, donc ça serait le nombre de lignes de code, en gros, qu'il faudrait écrire. 100 000 milliards de lignes de code, c'est impossible à écrire. C'est vraiment énorme. 1 milliard de lignes de code, disons
100 millions de lignes de code. Enfin, disons 100 000 lignes de code, c'est un livre. 100 000 lignes de code, c'est à peu près un mégaoctet, c'est à peu près un livre. Donc, 100 000 milliards lignes de code, c'est 1 milliard de livres. Pour Turing, pour avoir quelque chose comme ça, il faudrait écrire 1 milliard de livres. Et tout seul, c'est impossible, clairement. Même à plusieurs, c'est la mort. Et donc, Turing conclut, il faut des méthodes plus expéditives. Et ces méthodes plus expéditives, c'est le machine learning. L'idée du machine learning, c'est que c'est pas un humain qui va écrire ces millions de milliards de lignes de code, ça va être un algorithme. En fait, l'algorithme, aujourd'hui, il va partir d'un truc aléatoire, comme ça, et puis il va affiner petit à petit les lignes de code, plutôt les paramètres, on les appelle, et petit à petit, il va s'améliorer et il va écrire un truc qui est l'équivalent, pas du cerveau humain aujourd'hui, mais voilà, des trucs impressionnants aujourd'hui. Sauf que l'argument de Turing, il s'applique à la morale aussi. Du coup, si on pense que la morale c'est compliqué, on ne pourra pas l'écrire. Ce ne sera pas possible d'écrire parce que c'est des milliards de livres qu'il faudra écrire. En tout cas, beaucoup de livres. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir faire de l'apprentissage. Il va falloir apprendre, il va falloir enseigner aux algorithmes, les laisser apprendre ce qu'est une bonne morale. Là, ça paraît difficile, ça paraît problématique, mais c'est peut-être pas hors de portée, et pour cela, il faut absolument entraîner ces algorithmes avec des bonnes données. Les algorithmes de machine learning, aujourd'hui, dépendent de leurs données d'apprentissage. En informatique, on a cette expression garbage in, garbage out, donc données, bon, on va dire de la merde en entrée, je suis désolé de l'expression, et ça fait de la merde en sortie. S'il n'y a pas des bonnes données en entrée, ce sera dangereux. Ce sera vraiment dangereux, surtout si c'est déployé à l'échelle de YouTube. Et en fait, plus généralement, si on a des algorithmes dont la base de données d'entraînement n'est pas contrôlée, n'est pas sécurisée, alors cet algorithme doit être considéré extrêmement dangereux, extrêmement manipulable en particulier par ceux qui voudraient mettre des fausses données dans les données d'entraînement. Et aujourd'hui, les algorithmes de YouTube, de Google et tout ça sont entraînés avec des données de merde, des très mauvaises données. Des données collectées par des utilisateurs dont on a vu que la majorité des comptes sur Facebook sont des faux comptes. Donc voilà, il faut vraiment faire quelque chose et si on veut résoudre ce problème de l'alignement, résoudre ce problème de l'éthique des algorithmes, il va être critique d'avoir une grande base de données sécurisée qui contient des jugements humains et qui soit fiable. Voilà, tout ça pour faire un petit placement de produit qui s'appelle Tournesol. Donc Tournesol, c'est la plateforme qu'on a mise en ligne il y a plusieurs mois maintenant, mais qu'on a mis hors ligne récemment parce qu'on a un petit problème de sécurité, du coup on est obligé de réécrire un peu le code. Mais c'est une plateforme qui du coup sera bientôt, j'espère, à nouveau en ligne dans les semaines, peut-être les mois à venir, on espère clairement là en septembre, où l'idée c'est de collecter ces jugements humains, d'avoir des données pour savoir qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui est préférable à recommander. Donc la manière dont l'interface fonctionne, c'est que n'importe qui peut créer un compte. Après on a des filtres pour éviter les faux comptes, hein, c'est vraiment une grosse préoccupation. Donc le filtre principal, c'est d'avoir une adresse email rattachée à un nom de domaine de confiance. Je ne me souviens plus exactement du nom de domaine de l'UG Alp par cœur, mais voilà, si vous utilisez cette adresse-là, ça fonctionnera, vous aurez un compte certifié. Et ensuite, avec ce compte, on vous demande de comparer des vidéos. Là, vous pouvez prendre 2 vidéos que vous avez vues sur Internet, sur YouTube en particulier, et nous dire laquelle devrait être davantage recommandée. Et ensuite, on va utiliser toutes ces données pour estimer quelles sont les vidéos qui sont effectivement préférables à recommander. Alors si un slider comme ça, vous sentez que vous êtes un peu frustré parce que vous voudriez dire plus de choses sur ces vidéos, ça tombe bien puisque c'est possible. Donc il y a l'option sur Tournesol de juger différents critères. Donc aujourd'hui il y a 9 critères, donc la fiabilité de l'information. J'insiste même sur fiabilité et non trompeur. C'est facile de mentir avec des statistiques, des statistiques tout à fait vraies. À quel point le contenu parle d'un sujet important et actionable et
on peut mettre en œuvre, à quel point ça parle de façon stimulante et ça suscite la réflexion, à quel point c'est facile d'accès pour quelqu'un qui n'est pas expert du domaine, à quel point c'est clair et pédagogique, à quel point ça promeut la diversité et l'inclusion, à quel point c'est résilient à des effets de retour de bâton, notamment un public réfractaire, à quel point ça encourage de meilleures habitudes et à quel point c'est divertissant. Voilà. Et donc l'objectif ensuite, je crois que c'est pas bonne. L'objectif ensuite, c'est de faire en sorte que les recommandations soient meilleures que celles de YouTube. Ok. Donc on a plusieurs préoccupations par rapport à tout ça et qui vont avoir avec la psychologie. Le fait en particulier que les jugements humains ne sont pas toujours très fiables, y compris même les miens. Moi, j'ai observé chez moi en particulier que à chaque fois que je jugeais une vidéo juste après l'avoir vue, je la surnotais. Et puis le lendemain, je suis là, non, mais pas si bien que ça. Donc voilà. Et donc ça, plus généralement, ça vient d'une distinction qui est souvent faite en philosophie entre ce qu'on appelle les préférences et ce qu'on appelle les volitions parfois, ou les préférences de second ordre. Donc les préférences, c'est ce que je préfère là, comme ça, c'est ce que je veux maintenant. Et en fait, souvent, quand je suis sur YouTube, c'est ce genre de vidéo que je veux. Alors que l'évolution, les préférences de second ordre, c'est parfois décrit comme ce que je voudrais vouloir. C'est-à-dire que là, comme ça, je veux cliquer sur ça, mais je voudrais ne pas avoir cette envie. Je sais pas si ça vous parle. Et idéalement, il faudra vraiment apprendre le second plutôt que le premier. Parce que dans le premier, il y a notamment tous les problèmes d'addiction, tous les problèmes de préférence immédiate qu'on peut regretter ensuite. Donc la volition, c'est cette idée de se rapprocher de plutôt ce qu'on voudrait vouloir si on était plus réfléchi, si on était plus bienveillant et si on était plus informé. Et donc l'un des grands axes de recherche que j'aimerais voir davantage explorer, c'est comment est-ce qu'on peut faire la différence quand on a des données comme ça sur Tournesol. Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est des données qui correspondent à quelqu'un qui est jugé à la va-vite, qui n'a pas très bien réfléchi, qui n'a pas vu tous les angles de la vidéo, qui a manqué quelque chose dans la vidéo, par opposition à des jugements qui sont le fruit d'une vraie réflexion sur les effets retour de bâton, à quel point les choses ont bien été amenées, est-ce qu'il a bien réfléchi, la diversité et l'inclusion. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre ces deux types de jugements dans les données, par exemple, de Tournesol. Et pour le coup, s'il y a des gens qui ce sujet intéresse, j'adorerais en parler avec vous davantage. En fait, on a déjà un projet de recherche qui va un peu dans cette direction. Et pour l'introduire, je vais vous parler d'un autre article qui est mon article préféré de recherche, qui est pas très technique et que je trouve vraiment merveilleux. Donc ça parle de We Build AI. We Build AI, c'est vraiment l'inspiration de Tournesol. We Build AI, c'est un framework participatif pour de la gouvernance algorithmique. Donc c'est un peu cette même idée. On va faire en sorte que l'éthique de l'algorithme, la manière dont il prend des décisions, soit le résultat d'une combinaison de jugements humains. Et c'est un super exemple très très sympa en plus sur du don de nourriture, à qui on va donner la nourriture donnée par un supermarché. Je vous laisse lire l'article pour en savoir plus. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que dans cet article, il y a aussi une analyse. En gros, ils ont suivi les participants de ce framework, des gens qui ont fourni des jugements éthiques sur où est-ce que la nourriture devait aller. Et ils leur ont posé des questions, ils ont suivi ainsi de suite. Et ce qui ressort en tout cas de l'article, c'est que les gens ont vraiment progressé. Il y a vraiment un sentiment de progrès moral. Et il y a des gens, alors je sais plus si dans cette citation, il y a des gens qui disent j'étais complètement paniqué, je pensais que tel truc était ultra pertinent, mais après y avoir réfléchi, je me suis dit en fait non. Et voilà, en interagissant avec un algorithme qui essaie d'apprendre leurs préférences, et en testant cet algorithme, eux-mêmes en tout cas certains d'entre eux en tout cas, disent avoir progressé moralement et avoir mieux compris le problème, être plus contents de la manière dont ils jugent maintenant. Et, je trouve ça absolument génial. Donc un des projets qu'on a, c'est essayer de répliquer ça, mais dans le cas de Tournesol. Et en particulier, j'ai une amie sociologue qui travaille sur les journalistes et qui est très intéressée par voir sur
quel serait l'impact de juger la qualité de vidéos YouTube sur les jugements généraux des journalistes sur qu'est-ce qu'est une information d'utilité publique ou de qualité. Voilà. On va regarder le temps pour voir si j'ai encore beaucoup de temps. Ah, ça. Ok. Un autre sujet qui me semble extrêmement important et je ne sais pas par où m'y prendre, vous avez donné une idée, c'est la notion de confiance. On a parlé tout à l'heure d'interprétabilité, d'explicabilité, de responsabilité, tout ça. Clairement important, on travaille aussi dessus sur Tournesol. Mais un sujet qui je trouve encore plus fondamental, c'est la notion de confiance. Parce que, in fine, la question c'est, est-ce que je dois faire, ou je veux faire confiance à un algorithme qui, par exemple, dans le cas de Tournesol, représente mes préférences à ma place. Et ça, c'est très important parce que c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, mais une des visions qu'on a pour le plus long terme, c'est d'avoir des algorithmes qui prédisent ce qu'on aurait pensé de vidéos qu'on n'a jamais notées. Et c'est très important parce que sur YouTube, YouTube, c'est 10 000 heures, c'est 30 000 heures de nouvelles vidéos par heure. C'est un flux de nouvelles informations. Et ça, c'était en 2019. Aujourd'hui, c'est vraiment énorme. Et ça fait dire aussi que faire ça par des humains, ça a clairement des limites. En plus, psychologique. Pas rentrer trop dans les détails. Ce que je veux dire, c'est que sur Tournesol, on va avoir ce problème à un moment où, si on passe à des algorithmes qui généralisent nos préférences, il y a vraiment cette question de est-ce qu'on peut faire confiance à cet algorithme pour représenter nos préférences, pour assigner ensuite des scores. C'est vraiment une question difficile. Et en plus, ce qu'on aimerait sur Tournesol, c'est proposer plusieurs algorithmes qui font des généralisations peut-être de manière différente et savoir et ensuite permettre aux utilisateurs de déterminer lequel de ces algorithmes mérite davantage leur confiance. La confiance, c'est vraiment quelque chose de très important. Et il y a une notion, voilà, j'ai pas du tout lu l'article, je l'ai un peu pêché, mais il y a une notion que j'aime bien en lisant le titre. Comme la plupart des gens, je juge l'article à son titre. En particulier, il y a 2 mots de son titre, donc c'est vraiment pas bien. Mais voilà, il y a une notion de calibrated trust que je trouve très intéressante, de confiance calibrée. Donc, pour tout vous dire, j'ai trouvé cet article en faisant une recherche sur Google Images et j'ai trouvé le truc à droite, je fais, oh, c'est trop cool. Voilà, ça a des trucs à creuser du coup. Mais il y a cette idée de, idéalement, il faut faire confiance aux choses qui méritent notre confiance. Et ne pas faire confiance aux choses qui ne méritent pas notre confiance. C'est un peu ça l'idée de cette confiance calibrée. Et c'est super difficile. Et aujourd'hui, on n'y est absolument pas. Ça arrive tellement souvent qu'on fait confiance, qu'on fasse confiance des choses auxquelles on ne devrait pas faire confiance. Alors j'imagine que tout le monde dans la salle ici a un téléphone. En tout cas, une grande partie des gens dans la salle ont un téléphone, et que vous utilisez le clavier de votre téléphone pour taper. Et probablement, c'est un clavier Google, ou Microsoft, ou Samsung, ou Apple, ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous faites confiance à ce clavier? Est-ce que vous devriez lui faire confiance? Ça, c'est une question que j'ai posée à des chercheurs en informatique récemment, et ils n'y avaient jamais pensé. Et en y réfléchissant, ils ont commencé à avoir vraiment peur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des intérêts énormes de ces entreprises de faire des algorithmes de traitement du langage. Et on sait aussi très bien empiriquement que ces algorithmes sont vraiment bons uniquement s'ils sont entraînés avec énormément de données, énormément de textes. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut avoir autant de textes? Les claviers. Les claviers sur les téléphones sont probablement... Alors, je sais pas, c'est secret d'entreprise et tout ça. Mais probablement ces données sont utilisées. Probablement sont utilisées pour entraîner des algorithmes. Ça, c'est vraiment flippant parce que les algorithmes d'aujourd'hui, ils mémorisent tout ce qu'ils ont leur données d'apprentissage. Donc, potentiellement, il y a un algorithme qui sait ce que vous tapez, tout ce que vous avez tapé sur vos claviers de vos téléphones. J'imagine, dans des groupes WhatsApp, des gens proches, tout ça. Et ces algorithmes, aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation, enfin, c'est vraiment encore le Far West. Potentiellement, ils pourraient être utilisés pour l'autocomplétion chez quelqu'un d'autre. Donc, potentiellement, quand quelqu'un commence à taper sur son téléphone les Nguyen à tel âge, quelle est son adresse, bah là, il y a une autocomplétion avec mon adresse, donc, potentiellement. Aujourd'hui, je ne peux pas l'exclure. Et comme je préfère penser le pire, en tout cas anticiper le pire,
Je trouve ça vraiment flippant. Donc, voilà, et c'est très difficile parce qu'il y a tellement de choses qui nous sont familiers et en fait on leur fait confiance, on n'y a pas réfléchi quoi. Et à l'inverse, il y a des choses pour lesquelles on a vraiment très peu de confiance, mais de façon pas forcément justifiée. Et, par exemple, je peux prendre l'exemple des vaccins. Voilà. C'est vraiment un problème très compliqué, je pense. La confiance est vraiment très importante. Donc, une des solutions les plus importantes pour rétablir davantage de confiance, en tout cas sur lesquelles beaucoup d'informaticiens travaillent, c'est la transparence. Et pour le coup, Tournesol, on a un engagement énorme pour être transparent. Vous pouvez même parfois assister à des écritures en direct du code de Tournesol. Ce qui est... Enfin, moi, je flipperais si j'étais le mec qui écrivait, mais voilà, on a un haut degré de transparence. Mais est-ce que cette transparence va se traduire en une confiance du public? C'est pas évident. Aujourd'hui, malheureusement, c'est vraiment pas évident, et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui pourrait permettre davantage de confiance, notamment de la confiance justifiée. Un autre exemple, c'est Parcoursup, qui suscite également pas mal de méfiance, notamment APB. Bon, il y a des bonnes raisons à ça, il y a des moins bonnes raisons à ça. Mais voilà, il y a vraiment ce problème on utilise des produits qui sont pas produits par nous, qu'on n'a pas conçus nous-mêmes, et quand bien même on les conçoit nous-mêmes, la confiance en les choses qu'on écrit nous-mêmes, c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait quelques discussions quelques présentations sur la crise liée à la crise de la réplicabilité. Donc il y a aussi la question de la confiance en les articles scientifiques qui se pose et qui est pas évidente. Voilà, donc on fait des efforts de transparence. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que l'heure passe et il y a d'autres sujets. Mais j'ai envie de finir cette partie sur la confiance sur un dernier point, c'est l'excès de confiance en soi-même. Confiance en soi-même, on va dire. En particulier, les risques potentiels d'excès de confiance en soi-même. Voilà, il y a beaucoup de littérature sur ça, et on l'a vu. Enfin, bref. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on corrige ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il y a des solutions pour calibrer notre confiance, avoir le bon degré de confiance en soi-même, notamment quand c'est des sujets importants? Comment est-ce qu'on peut améliorer la calibration de la confiance? Je pense que c'est un des sujets. J'aimerais. D'ailleurs, si vous avez de la littérature sur ça, je pourrais lire le titre et ignorer l'article. Ça m'intéresse vraiment. Un dernier point que je vais aborder, là, qui va être plus directement lié à des problèmes algorithmiques, et c'est plus une histoire d'analogie entre le cerveau humain et les algorithmes, c'est la notion de système de maintenance. Je ne sais pas si c'est très courant en psychologie, mais l'idée de la maintenance, c'est quelque chose de très courant en informatique. Aujourd'hui, on a des centres de données énormes, voilà. Pour savoir s'il y a un bug dans un truc là-dedans, faut un système optimisé pour détecter les problèmes dans ces bases de données. Pareil dans l'écriture de code, il y a beaucoup de choses qui sont importantes en termes de maintenance. Et ça, c'est la maintenance facile. C'est la maintenance, on sait ce qu'on veut faire, on a une spécification exacte, enfin, très, très précise du problème, et du coup, c'est assez facile de trouver ce qui ne va pas. La maintenance auquel je pense, la maintenance beaucoup plus difficile, il y a des mots qui manquent, en tout cas, les mots importants sont en couleur. La notion de maintenance qui m'intéresse beaucoup plus, c'est celle par rapport aux effets secondaires néfastes et difficilement prévisibles. Et ça, c'est le cas si vous réfléchissez, dès que vous avez un algorithme déployé à très très grande échelle, qui influence des milliards d'humains tous les jours, forcément, il va y avoir ces effets secondaires qui, certains seront indésirables et la plupart seront difficilement prévisibles. Parce que c'est un problème de sociologie énorme que de savoir comment est-ce que des civilisations vont réagir à un changement de tel algorithme qui les influence à longueur de journée. Et là, la solution contre ça, c'est un système de maintenance. Il faut vraiment surveiller et vérifier qu'en particulier, il n'y a pas des trucs qu'on a oubliés qui sont importants et qu'on peut rapporter pour ensuite modifier l'algorithme. La maintenance, c'est vraiment très très important. Et ça renvoie donc à des notions un peu plus de psychologie sur le problème d'addiction. Et en particulier, il y a cette expérience de James Hall et Peter Milner en 1954 avec un rat avec quelque chose dans la tête là qui lui donne des
des charges électriques, enfin, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais voilà, qui stimulent ces zones du plaisir. À chaque fois que le rat appuie sur un bouton, et du coup le rat appuie sur le bouton et finit par mourir. Donc là c'est vraiment ce problème, c'est que les récompenses que reçoit le rat ne correspondent pas à son objectif à long terme, en tout cas, probablement, et en tout cas sont un dysfonctionnement qu'il faut surveiller, qui peut survenir à tout moment et qu'il faut surveiller, qu'il faut maintenir. Voilà. Et le même problème se pose pour les algorithmes. Les algorithmes, si on leur donne un objectif comme ça qu'ils peuvent facilement maximiser, ils peuvent ensuite être complètement aveugles à toutes sortes d'effets secondaires graves. Et ça, on l'a formalisé. Donc ça, c'est un article que j'ai coécrit avec un chercheur de Google, qui est aussi auteur de mon livre, Kamadi Hamdi. Et donc c'est un article purement mathématique, enfin, très très mathématique, on va dire, qui étudie justement ça. Qu'est-ce qui se passe si vous optimisez quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous voudriez maximiser, qui dévie légèrement? Et bon, ouais, c'est un peu technique, mais en gros, ce qu'on dit dans cet article, c'est que, des théorèmes, c'est que c'est très flippant. C'est très flippant. Dès qu'il y a des effets, en particulier des boucles de rétroaction, il y a probablement ce qu'on appelle des queues de distribution épaisses. Et quand il y a des queues de distribution épaisses, on peut avoir des phénomènes où maximiser un objectif, maximiser pardon, un proxy du vrai objectif, est infiniment, enfin, en tout cas est très 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 mauvais pour l'objectif, devient néfaste. La corrélation, on peut avoir deux choses très corrélées, quoi, la mesure, un objectif, donc une mesure et un objectif, on peut les avoir très corrélés en général. Mais quand on commence à faire de l'optimisation, et du coup on se retrouve dans le top 1% des valeurs notamment de la mesure, à ce moment-là la corrélation devient négative. Et voilà, on a des simulations et tout ça pour suggérer que c'est probablement, ça arrive probablement dans les systèmes avec des boucles de rétroaction, en particulier YouTube et tout ça. Donc c'est super important de se dire que ces algorithmes, on ne pourra pas les écrire une fois pour toutes. Il va falloir constamment surveiller cela et corriger les proxys qu'on cherche à maximiser. Donc, et je pense qu'il y a des choses qui sont liées à la psychologie humaine. En tout cas, j'ai l'impression que de temps en temps, j'arrive à me dire, là, je suis en train de faire un truc, mais ça correspond pas à mon vrai objectif. Je suis en train de maximiser un truc qui n'est pas vraiment ce que je voudrais maximiser. Et donc, il y a probablement des mécanismes cognitifs qui permettent de faire ça. Et du coup, mieux les comprendre et pourra aider à mieux trouver des solutions pour les algorithmes du web. Pour ceux qui sont vraiment motivés, il y a un podcast, je vais commencer par le livre à gauche, qui est une super nouvelle de Greg Egan qui s'appelle Des raisons d'être heureux. Donc vous pouvez chercher ça sur YouTube, il y a Monsieur Phi qui a fait une lecture si vous voulez l'écouter plutôt que le lire, si le lire bien sûr. Ouais, je recommande vivement ce livre. Pour pas trop spoiler, à un moment le personnage principal commence à avoir cette capacité à choisir un peu plus ses préférences, à mieux les contrôler. Et donc ça mène à plein de discussions. Je pense que c'est vraiment vertigineux et intéressant. Et on en a parlé pendant 40 minutes ou une heure dans cet épisode d'Axiom, si ça vous intéresse. Peut-être que j'enverrai les slides, je sais pas pourquoi les transférer. Voilà. Donc j'en viens à la conclusion de cette présentation. J'aurais fait une heure. Alors un premier message, c'est que vraiment rendre les algorithmes éthiques, c'est vraiment un énorme chantier, c'est vraiment difficile. On va avoir besoin de beaucoup de contributions, ne serait-ce que pour avoir plus de données, pour entraîner les algorithmes, mais également de la réflexion sur comment organiser tout ça. Et là, votre expertise en psychologie pourrait nous être très utile. Je vais finir avec un peu de promotion pour le livre qu'on a écrit qui parle beaucoup de ça. Dans ce livre, on défend, il y a 3 messages vraiment à retenir. Le premier, c'est que rendre les algorithmes robustement bénéfiques est devenu urgent. C'est un truc qui aurait dû être fait il y a 10 ans. On a au moins 10 ans de retard. C'est vraiment, vraiment urgent. Ces algorithmes sont ultra influents aujourd'hui. J'espère que vous en êtes convaincus. Et la deuxième thèse, c'est que c'est malheureusement aussi extrêmement difficile. J'espère que
j'ai réussi à vous en convaincre également aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui se résolvera comme ça. Parce qu'en plus, là, j'ai parlé vraiment des défis un peu techniques ou psychologiques. Mais ouais, il y a tellement d'autres défis juridiques, philosophiques et ainsi de suite, organisationnels, de code également, algorithmique. C'est vraiment un énorme chantier qui va vraiment demander une collaboration interdisciplinaire énorme, un peu effrayante, mais avant tout fabuleuse. J'espère aussi quand même avoir réussi à vous convaincre que c'est aussi incroyablement excitant. Je trouve que c'est des questions de recherche qui sont vraiment fabuleuses. Il y a des problèmes dans toutes les disciplines, des problèmes de maths que je trouve vraiment géniaux, des problèmes aussi, j'espère, de psychologie qui vous intéressent également. Et j'ai l'impression qu'à réfléchir à tout ça, on progresse aussi sur soi-même. Ça vous amène à plus réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, à mieux réfléchir sur comment bien réfléchir, et ainsi de suite. Et j'espère que j'ai réussi à partager avec vous mon excitation pour ce sujet. Merci.